J'espère sincèrement que tout va pour le mieux de votre côté. De notre côté, les nouvelles que nous recevons concernant Saïd Anarza sont hélas d'une gravité alarmante, oui alarmante au plus haut point. Il s'agit de cette figure incontournable du monde des affaires autrefois, à la tête de la Confédération générale des entreprises algériennes, couronnée en 2022 du titre prestigieux de meilleure ambassadrice de l'économie nationale. Depuis son placement derrière les barreaux le 11 juillet 2025 à la prison de Koléa, sa santé ne cesse de se détériorer. Ce qui n'était au départ qu'une inquiétude est désormais devenu une urgence médicale manifeste. D'après les vérifications que nous avons menées, il apparaît qu'on l'a finalement transféré. J'espère sincèrement que tout va pour le mieux de votre côté. De notre côté, les nouvelles que nous recevons concernant Saïd Anarza sont hélas d'une gravité alarmante, oui alarmante au plus haut point. Il s'agit de cette figure incontournable du monde des affaires autrefois, à la tête de la Confédération générale des entreprises algériennes, couronnée en 2022 du titre prestigieux de meilleure ambassadrice de l'économie nationale. Depuis son placement derrière les barreaux le 11 juillet 2025 à la prison de Koléa, sa santé ne cesse de se détériorer. Ce qui n'était au départ qu'une inquiétude est désormais devenu une urgence médicale manifeste. D'après les vérifications que nous avons menées, il apparaît qu'on l'a finalement transféré à l'hôpital Mustapha Bacha, en plein cœur d'Alger, à cause d'une atteinte sévère au foie, une situation que les médecins jugent particulièrement critique. Sa santé vacille dangereusement à près de 70 ans. Ce n'est plus une simple fatigue, mais un effondrement physique qui s'installe. Depuis son incarcération, elle traîne déjà toute une série de pathologies chroniques que nous avions longuement évoquées, et depuis des mois, nous ne cessons de tirer la sonnette d'alarme. Les problèmes qu'elle rencontre touchent plusieurs zones sensibles. Une anomalie au niveau de la tête, peut-être même du cerveau, des complications situées au niveau du crâne et un trouble cardiaque inquiétant qui ne laisse aucun répit. Et selon les dernières informations recueillies, voilà plusieurs jours qu'elle est maintenue en soins intensifs à Mustapha Bacha pour traiter une nouvelle crise grave touchant cette fois son pancréas en plus de son foie, aggravant encore davantage un tableau clinique déjà alarmant. Maintenir Saïd Anarza derrière les barreaux. Cela relève de l'absurde. Quand on sait que le président Abdelmadjid Tebboune a accordé la liberté à Bamsal en invoquant son état de santé fragile et des motifs humanitaires, on peine à comprendre pourquoi le même élan de compassion ne s'étendrait pas à Madame Anarza. Cette sélection à géométrie variable où certains obtiennent grâce et d'autres restent oubliés illustre une fois encore cette injustice crasse qui gangrène notre système. Car oui, en Algérie, il semble exister une échelle de la douleur, une classification des victimes selon leur utilité politique ou leur visibilité médiatique. Et ce tri-là, ce traitement inégal des citoyens devant la loi, c'est plus qu'un problème, c'est un scandale à ciel ouvert. Ce qui est fascinant avec le pouvoir algérien, c'est qu'il sait parfaitement manier la carte de l'humanisme, à condition que ce soit réclamé par une chancellerie étrangère ou glissé au détour d'une négociation diplomatique. L'affaire Bamsansal en est la preuve éclatante. Il a suffi qu'un État tiers hausse un sourcil et la compassion s'est soudain réveillée à Alger. Alors pourquoi ce même élan n'est-il pas accordé à Saïd Anarza? Pourquoi son calvaire ne mérite-t-il pas la même indulgence, les mêmes égards médicaux et humains? Sa condamnation, rappelons-le, repose sur du vent, une histoire de prétendue fraude électorale montée de toutes pièces. Son procès en appel en juillet 2025 n'a été qu'une répétition grossière de la parodie judiciaire du printemps précédent. Nous l'avons longuement exposé dans nos émissions sur Algérie Par, vous pouvez les revoir. Tout y est une procédure à la hâte des verdicts absurdes et aucun fondement légal digne de ce nom. Pas une seule preuve sérieuse n'accable Anarza ni ses enfants. Pas une. Il ne suffisait visiblement pas pour le régime de Tebboune d'envoyer Saïd Anarza derrière les barreaux. Non, il fallait aller plus loin dans l'acharnement. 2 de ses enfants ont été enfermés, l'un adopté l'autre biologique. Et ce n'est pas fini. Un 3e fils lui a écopé d'une peine de prison ferme. Certes, il n'a pas encore été incarcéré faute de mandat de dépôt, mais une nouvelle affaire judiciaire a été lancée contre lui. Autrement dit, le couperet peut tomber à tout moment. Et que dire du 4e Azouza, celui que nous avions reçu à 2 reprises pour évoquer la situation
dramatique de sa mère vit désormais en exil à Dakar. Lui aussi n'a pas échappé à la machine judiciaire 8 ans de prison ferme et un mandat d'arrêt international à la clé. Une famille entière prise dans les filets d'une justice qui ressemble de plus en plus à une vendetta institutionnalisée. Ce qu'on inflige aujourd'hui à Saïd Anarza n'a pas d'autre nom, c'est de la brutalité pure, une cruauté froide et sans détour. Il n'y a pas d'ambiguïté, pas de nuance à chercher. C'est cruel, point final. Et ce n'est pas comme si l'on avait affaire à une figure controversée ou marginale. Non, on parle ici d'une femme d'affaires respectée dont le parcours est étroitement lié aux institutions de l'État algérien avec lesquelles elle a toujours entretenu des rapports apaisés, voire constructifs. Contrairement à d'autres figures comme Bem Sensal, dont la relation avec le régime a toujours été explosive, Anarza n'a jamais semé le trouble. Jamais un mot de travers, aucune sortie médiatique incendiaire, aucune déclaration mettant à mal l'unité nationale ou blessant la conscience collective. Elle n'a jamais pris position contre les fondements de l'État, ni saboté les intérêts du peuple algérien. Au contraire, elle a toujours été perçue comme une personnalité fédératrice, équilibrée et patriote. Et pourtant, la voilà traitée comme une paria. Qu'on ne l'oublie pas, cette femme que l'on maintient aujourd'hui entre quatre murs, figurait en 2023 dans le prestigieux classement des 50 personnalités féminines les plus influentes d'Afrique établi par Forbes. Rien que ça, elle a été honorée à de nombreuses reprises à Genève, au cœur même de l'Organisation des Nations Unies, où les tapis rouges se déroulaient à son arrivée comme pour une chef d'État. Pendant près d'une décennie de 2016 à 2024, elle a collaboré étroitement avec le Bureau international du travail bras économique des Nations Unies. Elle y était reçue comme une partenaire stratégique incontournable. Militante infatigable, ambassadrice, passionnée de l'économie algérienne, elle a fait rayonner son pays dans les cercles patronaux les plus respectés du bassin méditerranéen avec Business Med et du continent africain via Business Africa qu'elle finira par présider. Elle n'était pas seulement une membre active, elle en a été l'une des figures centrales occupant également le poste de vice-présidente. Et aujourd'hui, la voilà traitée comme si son nom n'avait jamais quitté l'anonymat. Il faut se souvenir qu'entre 2021 et 2023, et même au-delà, Saïd Anarza menait au nom de l'État algérien des délégations de tout premier rang à travers l'Afrique centrale et occidentale. Cameroun, Côte d'Ivoire, Sénégal, elle était le visage officiel du pays dans des missions économiques d'envergure. Son groupe familial Soralkov n'était pas en reste grâce à ses investissements. Il a ouvert des portes en Afrique de l'Ouest, lançant l'exportation de produits algériens vers le Mali, le Sénégal, la Côte d'Ivoire et jusqu'au Cap-Vert. Avec ses enfants, elle envisageait même de s'installer au Cap-Vert pour défendre sur place les marques algériennes, renforcer leur visibilité et élargir les débouchés commerciaux. Leur ambition était claire, soutenir concrètement la stratégie nationale de diversification économique, un objectif que l'Algérie revendique depuis des années mais que peu ont porté avec autant d'énergie et de conviction qu'elle. Nous parlons ici d'une femme qui jouit d'une réputation internationale solide, saluée pour son sens des affaires, son intelligence, son indépendance et sa capacité à générer de la vraie valeur économique. Une figure féminine qui incarne la création de richesses, pas seulement en paroles, mais par des actions concrètes. Et pourtant, paradoxalement, c'est une autre Amlaoui, qui semble bénéficier d'une protection sans limite de la part du régime choyé, mise en avant traitée comme une perle rare alors qu'elle n'apporte strictement rien au pays, ni progrès, ni développement, ni la moindre contribution constructive. Pendant ce temps, Saïd Anarza, elle présidait 2 grandes organisations patronales internationales. Elle était la voix algérienne auprès du Bureau international du travail, prête à accueillir en Algérie des rencontres d'envergure mondiale. Elle sillonnait les salons économiques régionaux et internationaux pour défendre l'image du pays, pour soutenir les entreprises nationales et pour protéger les droits fondamentaux des entrepreneurs algériens entre 2022 et 2023. Une femme qui travaillait réellement pour l'Algérie, mais que l'Algérie n'a pas su protéger en retour. Qu'il s'agisse de défendre les entrepreneurs ou de soutenir les travailleurs, elle s'est toujours battue avec la même détermination. Ses actions humanitaires, ses gestes de solidarité et ses engagements sociaux parle pour elle depuis longtemps. Sa réputation ouvre la voie
avant même qu'elle n'arrive et sa trajectoire personnelle a déjà été décortiquée tant de fois qu'elle n'a plus de secret pour personne. Amis critiques, voire adversaires déclarés, tous sans exception, reconnaissent en Saïd Anarza une femme droite, patriote, honnête et profondément vertueuse. Alors qu'elle lutte contre la maladie à l'hôpital, sa famille multiplie les alertes et envisage même de faire appel à Abdid, tant leur inquiétude est immense. La situation les ronge et on les comprend. Ce qui me frappe, c'est le contraste avec Boualem Sansal, polémiste assumé qu'on l'apprécie ou non, et que pour ma part, je respecte malgré nos divergences, mais cela reste un polémiste. On ne peut pas prétendre qu'il ait servi l'Algérie avec la même générosité que Saïd Raza. Il faut être honnête. Oui, Sansal provoque pique dérange. C'est un écrivain talentueux, certes, mais intellectuellement, ce n'est pas une grande figure de pensée. Disons-le clairement, il excelle bien plus dans l'écriture que dans la réflexion. Aujourd'hui, il a retrouvé la liberté et désormais on peut se permettre de commenter ses positions sans scrupule. Mais lorsque Sansal était derrière les barreaux, c'était une autre histoire, impossible de le critiquer. Ça aurait été indécent, immoral même de s'en prendre à quelqu'un emprisonné pour des raisons politiques. On ne s'attaque pas à un détenu d'opinion, c'est une règle de décence minimale. Maintenant qu'il n'est plus dans cette situation, le débat est ouvert, on peut revenir sur ces déclarations parfois blessantes, parfois même ouvertement provocatrices, et qui, soyons honnêtes, n'apportaient pas grand-chose au débat public en Algérie. Quant à Saïd Raza, jamais un mot déplacé, jamais une insulte, jamais le moindre manque de respect envers l'État ou ses institutions. Rien. Une attitude irréprochable du début à la fin. Mais voilà, elle n'a qu'une seule nationalité, la nationalité algérienne. C'est là que tout bascule et vous connaissez la triste réalité. Je vais le dire franchement, l'affaire de Madame Saïd nous montre sans filtre qu'en Algérie, être simplement algérien, ça ne pèse rien. Il faut avoir le courage de le reconnaître. Posséder uniquement un passeport algérien, c'est n'avoir aucune valeur aux yeux du système. Sans l'appui d'une puissance étrangère, sans un lobby international prêt à prendre fait et cause pour vous, votre vie ne vaut rien. On vous traite comme si vous étiez invisible. Lorsqu'on a pour seule identité que celle d'Algérien, on pèse très peu. C'est exactement ce qui arrive à Saïd Raza. Et pourtant, je l'ai répété à maintes reprises, sa famille a commis une erreur stratégique majeure. Par pudeur, par retenue peut-être, ils n'ont jamais sollicité les organisations internationales avec lesquelles elle avait pourtant travaillé des années durant. Ils n'ont pas activé ces réseaux, que ce soit au sein du BIT, dans les instances africaines ou arabes, où elle avait milité, collaboré, parfois même occupé des postes de responsabilité. Ils sont restés discrets, trop discrets. Résultat, toute l'affaire est restée enfermée dans un cadre strictement algérien, et c'est là malheureusement que la famille s'est trompée. Ils ont voulu jouer la carte de l'honnêteté envers tous, envers l'opposition, envers le pouvoir, envers les victimes, comme envers les bourreaux. Mais ne pas porter l'affaire de Saïd Raza à l'international fut une véritable faute. Rien n'a été exporté, rien n'a été médiatisé au-delà du pays. Et comme elle ne possède aucune autre nationalité, aucun passeport étranger pour lui offrir un bouclier diplomatique, la voilà aujourd'hui qui pourrit derrière les barreaux oubliés dans sa propre patrie. Sa santé s'effondre. Elle souffre de troubles cardiaques, d'atteintes inquiétantes au niveau de la tête, et une masse dans son crâne menace de se transformer en tumeur, pouvant mettre sa vie en péril. À l'approche de ses 70 ans, son corps est fragilisé, usé, et pourtant elle reste enfermée dans une détention injustifiée. Pendant ce temps, 2 de ses enfants croupissent encore eux aussi en prison. Aujourd'hui, elle a été placée à l'hôpital son pancréas et son foie présente des complications graves. Si son état continue de se dégrader, cela pourrait évoluer en une maladie mortelle. Et nous connaissons déjà ce scénario Bama, l'ancien patron du groupe Imetal mort derrière les barreaux. Moussa Ahmed, également décédé en détention. Le général Yam Hadj Larossé, pareil. Et la liste continue, encore et encore. La liste, elle n'en finit pas. Ceux qui ont perdu la vie en détention sont bien plus nombreux qu'on l'imagine. Une liste interminable, trop longue, beaucoup trop longue. Certains sont morts dans l'anonymat le plus total, leurs familles, terrifiées ou brisées, n'ont jamais osé prendre la parole. Des détenus provisoires effacés, oubliés, disparus dans le silence. Oui, la liste est longue,
injustement longue. Je parle ici de prisonniers politiques, de détenus d'opinion. Des hommes et des femmes dont il faut impérativement rappeler les noms, honorer la mémoire et mettre leur cas en parallèle avec celui de Boualem Sansal. Cette comparaison est incontournable qu'on le veuille ou non. On ne peut pas faire autrement. Et qu'on ne vienne pas nous répéter « Ah, mais Sansal, c'était un dossier international. Oui, des puissances étrangères sont intervenues. Oui, l'Algérie cherchait à défendre ses positions diplomatiques. Mais cela veut bien dire une chose, on transforme alors certains êtres humains en monnaie d'échange. On utilise des détenus comme levier géopolitique, comme outil dans des négociations d'État à État. Une telle pratique n'a rien de noble. Ce n'est pas digne d'un pays souverain. Ce n'est pas digne d'un État qui se prétend civilisé. Et ce n'est certainement pas digne d'une nation comme l'Algérie, avec son histoire, ses luttes et les valeurs qu'elle aime revendiquer. Sa libération pourrait se faire en un claquement de doigts, tout aussi simplement que pour Boualem Sansal. Son état de santé est comparable au sien, tout aussi préoccupant que celui de Bama. Elle a le même âge, la même fragilité et subit exactement le même arbitraire. La seule différence, et elle est capitale, c'est qu'à la différence de Sansal, elle ne possède pas de seconde nationalité. Personne, ni un gouvernement étranger, ni une puissance comme l'Allemagne, ou la France ne se mobilise pour plaider en sa faveur. Aucun État ne la protège, ne réclame sa libération. Et cette inégalité de traitement, elle est révoltante. Tout simplement révoltante. Au bout du compte, ce système fabrique des citoyens en plusieurs catégories. En Algérie, si vous avez 2 passeports, si vous entretenez des relations cordiales avec une grande puissance, si vous êtes apprécié dans les chancelleries étrangères ou proche de leurs dirigeants, alors les portes de la liberté s'ouvrent miraculeusement devant vous. Mais si vous n'êtes que algérien, sans réseau international, sans deuxième nationalité, sans soutien de l'opinion mondiale, alors votre destin est tout tracé, vous pourrissez en cellule. Et parfois, vous y laissez même votre vie comme tant d'autres l'ont fait avant elle. Que Dieu lui accorde longue vie. Personne ne parle ici de fatalité ou ne lui souhaite le pire. Mais il faut le reconnaître, sa situation est dangereuse. Ce n'est pas du catastrophisme et ce n'est certainement pas une tentative de teinter de politique un dossier judiciaire. Puisque de toute façon, justice, il n'y en a pas. Cette affaire n'a rien de juridique, c'est un dossier éminemment politique. Elle a été déplacée d'une prison à une autre uniquement parce que le régime de Tebboune ne lui a jamais pardonné d'avoir refusé de soutenir son second mandat. Le dossier monté contre elle est d'un vide abyssal. Les preuves. Une collection de déclarations extorquées sous la torture, l'intimidation, le chantage et la menace. On parle ici d'histoires dérisoires de 200 ou 300 €. Et son fils lui fait l'objet d'un mandat d'arrêt international pour un pot de vin qui ne dépasse même pas 150 €. Au taux officiel ou parallèle, on n'atteint même pas 100 €. C'est ridicule, totalement incohérent. Nous avons passé l'affaire Saïd Arza au crible sous toutes les perspectives possibles. Si elle n'est pas libérée dans les jours qui viennent, cela signifiera que le régime Tebboune n'a pas seulement perdu toute crédibilité, il aura également sacrifié ce qui lui restait d'honneur et de dignité. On ne traite pas les relations internationales de cette manière. Qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? Supplier le président allemand d'appeler Abdelmadjid pour libérer Saïd Narza? C'est absurde. Il n'y a pas que Saïd Narza dans cette histoire. Si je mets l'accent sur son cas aujourd'hui, c'est parce qu'elle est une femme, une mère, et qu'elle se trouve en ce moment même à l'hôpital dans un état critique. Mais ne vous méprenez pas, nous allons parler de tous les détenus politiques, sans exception. Même ceux d'un certain âge, car pour moi, à partir de 75 ans, c'est évident, ce sont aussi des prisonniers politiques. Arrivé entre 75 et 80 ans, on ne garde plus quelqu'un en cellule. On le libère. D'autant plus que ces gens-là n'ont ni tué ni violé. Même dans les dossiers de corruption, on leur a déjà retiré leurs biens, confisqué leurs comptes, effacé leurs privilèges. Qu'est-ce que vous voulez de plus? À cet âge-là, ce n'est plus de la justice, c'est de l'acharnement. Quand une personne est gravement malade, quand elle a passé sa vie depuis des décennies, parfois depuis les années 90, à aider les autres, voir Abbas Jabas et tant d'autres finir leur jour en prison, c'est insensé. Ces gens-là doivent être relâchés. Au minimum qu'on leur permette de terminer leur existence chez eux entourés des leurs. Ils ont déjà payé.
3 ou 4 années derrière les barreaux, c'est largement suffisant. Et d'ailleurs, il n'aurait même jamais dû être incarcéré. Les infractions économiques, les affaires de corruption, on peut les sanctionner autrement: saisie, confiscation, retrait de patrimoine. Ça oui, c'est une forme de justice. Mais enfermer des personnes âgées affaiblies dans des conditions inhumaines, violentes, arbitraires, ce n'est plus la loi qui parle, c'est la vengeance, pure et simple. Pendant un an entier, ce détenu n'a même pas pu renouveler son visa uniquement